petit sabre qui accompagne et qui théoriquement est réservé au combat en intérieur ou au rituel dit du harakiri, mais qu'en fait on appelle plutôt seppuku, et qui sert donc, qui consiste donc à s'ouvrir le ventre, au suicide rituel. Là encore, on se demande quelle est la part de la mythologie. On sait qu'il y a un grand nombre de seppuku ont lieu, mais on sait qu'ils n'étaient pas aussi fréquents qu'on a bien voulu nous le dire, et que les guerriers japonais tenaient à leur vie au même titre que tous les autres êtres humains. Et le tout petit, enfin tout petit c'est relatif, la petite dague, donc le tanto, qui lui voilà, peut servir aussi à s'ouvrir le ventre, et qui va être aussi dans sa forme sans garde, l'arme privilégiée des femmes, puisqu'on attend évidemment on attend d'une épouse de samouraï qu'elle se donne la mort, hein, si sa maison doit finir. Et donc, alors, les hommes s'ouvrent le ventre, les femmes se contentent, si j'ose dire, de se planter un couteau dans la gorge. Voilà. En théorie, le code d'honneur prescrit, si la maison est en train de finir, si tout a échoué, s'il ne reste plus aucune solution, ou si on veut laver son honneur qu'on estime avoir été souillé, de se donner la mort. Mais la règle n'est pas toujours suivie aussi scrupuleusement qu'on peut l'imaginer. D'ailleurs, on a des cas où le condamné, puisqu'en fait on a plusieurs... Le seppuku n'a pas toujours lieu à l'initiative de celui qui se suicide. Ça peut être une condamnation. Souvent d'ailleurs c'est une condamnation. Dans ce cas, en général c'est le suzerain ou le seigneur qui condamne à mort, et qui, parce qu'on a affaire à un samouraï, ne va pas lui faire l'affront de le décapiter ou de le pendre comme un vulgaire criminel de droit commun, mais va lui laisser le choix de sa propre mort, et évidemment il choisira la fin la plus digne, donc le seppuku. On a d'ailleurs un cas dont je parlerai peut-être tout à l'heure à la bataille de Sekigahara, d'un seigneur chrétien à qui on a proposé le seppuku, et qui, s'étant fait chrétien, ne pouvait pas se donner la mort, et qui donc a été exécuté. Alors le rituel du seppuku, puisqu'on en parle, je fais une brève parenthèse là-dessus. Le rituel du seppuku est extrêmement codifié. À l'ancienne époque, la plupart des suicides ont lieu sur le champ de bataille, un petit peu en catastrophe, donc sont sans doute un petit peu moins sophistiqués que ce qu'on a pu connaître par la suite, mais à l'époque Edo, qui viendra ultérieurement à la fin des guerres civiles justement, là le seppuku est codifié extrêmement précisément. Donc on pratique une incision cruciforme, et en théorie, il y a un certain nombre, on est accompagné par un assistant qui est souvent choisi parmi les très proches, puisqu'il faut qu'il ait la connaissance psychologique du suicidaire suffisamment importante pour savoir à quel moment intervenir pour porter le coup de grâce. Or, s'il porte le coup de grâce trop tôt, il le fait passer pour un couard, ce qui est tellement humiliant pour le dernier geste que l'intéressé va accomplir dans son existence terrestre. Et s'il le fait trop tard, il court le risque de voir l'autre se décomposer parce que sous l'effet de la souffrance, et du coup le déshonneur est sur lui aussi. Donc il faut être assez fin psychologue pour exécuter cette tâche macabre. Si vous voulez, j'ai encore d'autres détails morbides, mais normalement l'assistant a une petite, un certain nombre de feuillets, de papier dans son hobby, donc dans sa ceinture, dont il va se servir pour éponger le sang qui coule de la tête, avant de la présenter au suzerain en gage de la besogne accomplie. Et en théorie, le kata qu'on apprend ne coupe pas complètement la tête. Évidemment, on a affaire quand même à une civilisation sophistiquée et raffinée. Voir une tête roulée aux quatre coins du tatami, c'est quand même pas très élégant. Donc on s'arrête un petit peu avant, on laisse la tête retomber, on recoupe de l'autre côté proprement, et on la présente ensuite au seigneur. Une démonstration. Merci. Non. La morale, les codes varient selon les civilisations. Ne vous inquiétez pas, les Japonais en ont autant à notre service. Un certain nombre de nos pratiques qui leur paraissent peut-être pas abjectes, mais en tout cas assez malsaines, et ils nous reprochent souvent notre manque d'hygiène. C'est vrai qu'ils ont été assez précurseurs, et les Japonais sont très pointilleux sur cette question. Voici pour la révolution militaire, qui se poursuit aussi dans le domaine de l'architecture. C'est là, à l'époque Sengoku, qu'apparaissent ces châteaux bien connus du Japon, et qui forment aussi l'un des visages du pays. Alors on passe, auparavant, le Japon a une histoire de la fortification qui est assez sommaire. Alors ce sont de grands travaux, comme vous le voyez, ce qu'on appelle les Yamashiro, donc les châteaux de montagne. On va s'adosser en fait au relief existant et construire des palissades, mais enfin globalement, on reste dans des complexes assez sommaires. Et à l'époque Sengoku, on commence à construire en dur, tout simplement parce que il faut vraiment verrouiller, il faut défendre ses fiefs. Donc le seigneur se fait construire un grand château,
Ceux-ci sont plutôt des grands châteaux. Et puis en périphérie du domaine, on a évidemment des fortins un peu plus modestes, des ceintures de forts, comme tout État qui souhaite se protéger des envahisseurs. Le château japonais a une caractéristique, c'est qu'il n'a pas une fonction uniquement militaire. Quand on est un grand seigneur au Japon, on ne montre pas seulement son pouvoir en étalant la force de ses armes et la taille de ses forteresses, on montre aussi qu'on a bon goût. Encore une fois, on a affaire à des seigneurs qui sont aussi des mécènes, qui sont aussi des esthètes, et c'est extrêmement important de s'entourer des artistes de renom, des meilleurs artisans. C'est important de montrer qu'on est capable qu'on a beau être un guerrier, on n'est pas un soudard, on est tout à fait capable d'en remontrer aux aristocrates, de faire de la poésie, de célébrer des cérémonies du thé un peu plus tard, de faire de la calligraphie, de peindre. Bref, on commence à voir apparaître, ou à se développer, parce que c'est déjà un peu le cas avant, mais là ça devient vraiment prégnant et important socialement. On commence à voir apparaître l'idée que un gentilhomme doit être aussi un homme cultivé et pas seulement un guerrier, pas seulement un combattant. C'est tout particulièrement vrai pour les seigneurs qui vont donc toujours choisir les meilleurs artisans, les meilleurs matériaux pour leur château. Et ça vaut vraiment la peine de visiter l'intérieur des châteaux japonais, parce que même ils sont très élégants de l'extérieur, mais ils sont aussi souvent des sortes de musées. Le plus intéressant en ce moment, à mon avis, c'est celui de Kumamoto, puisqu'on a reconstruit en fait une partie des bâtiments. En ce moment, ils sont en train de reconstruire à l'identique. Donc on voit les ors des panneaux coulissants, on voit le cyprès comme s'il avait été abattu il y a quelques années, ce qui est le cas. Et donc là, ça change complètement la perspective et la vision de la chose. Vous voyez quand même que malgré son esthétique, on a quand même quelques dispositifs militaires, ce qui rappelle nos machikuli, pour lancer des projectiles sur l'adversaire. Et puis les meurtrières. Les Japonais, à l'époque, donc taillant des meurtrières droites pour l'arc, rondes ou triangulaires pour l'arquebuse, qu'on essaye d'alterner. Ça, c'est le fameux château de Himeji, qui est le plus connu des châteaux japonais, et celui qui est conservé dans un parfait état, l'un des seuls à avoir résisté au bombardement américain et au tremblement de terre, mais spécialement aux bombes américaines, il faut le dire. Le château japonais, en dehors de ça, étant très résistant globalement, puisque voilà, on va développer des soubassements en pierre, qui évoque à certains égards, vous pouvez peut-être le reconnaître, en tout cas on a établi une comparaison avec l'architecture, la trace italienne, puis l'architecture de Vauban en Europe. Déjà on a presque affaire à des bastions, ça va être très vrai à Osaka, dont on verra tout à l'heure les bastions. Et même si ce n'était pas du tout la fonction première, initiale du bâtiment, on s'est aperçu quand les canons sont arrivés que ça résistait fort bien aux canons, de la même manière en fait que nos forteresses, avec cette pente qui résiste bien mieux que les murs en pierre, rapidement abattus par les canons lors de notre Moyen-Âge. Juste une petite parenthèse sur la géographie du Japon. Encore une fois, on voit que dès qu'on est dans les plaines agricoles, les provinces ont tendance, parce qu'elles sont plus peuplées, et c'est toujours le cas, on a toujours affaire aux grandes agglomérations ici et ici, aux plus grandes concentrations urbaines. On voit que dans ces régions-là, les provinces sont beaucoup plus petites. Alors que dans les zones qui restent d'ailleurs les moins habitées, là, les provinces peuvent être absolument gigantesques. Ça ne signifie pas pour autant qu'elles sont plus peuplées, hein. Elles le sont même souvent beaucoup moins. Les vrais bassins agricoles sont toujours ici et là. 66 provinces, donc les 66 provinces du Japon traditionnel, qui sont en grande partie devenues des préfectures aujourd'hui. On parle de préfecture, mais ça équivaut à nos départements. Ah, nous voici donc arrivés, après avoir évoqué... Oula, je me dépêche. Après avoir évoqué la fission, nous voici arrivés à l'époque de la fusion. Puisque évidemment vient un temps où l'un de ces chefs guerriers va finir par prendre le pas sur les autres. Et cet événement, il survient en 1560, à la bataille d'Okeazama. Si on revient un petit peu à cette carte, voilà, vous voyez que les Imagawa, ici installés, et leurs alliés Tokugawa, promis à un grand avenir, ne sont pas trop loin de la capitale de l'époque, Kyoto, et donc Imagawa Yoshimoto, qui est là, entreprend en 1560 de marcher sur la capitale. Et il compte bien écraser sur son chemin le petit clan des Oda, avec qui il a déjà eu maille à partir, et qui, a priori, ne devrait pas lui opposer beaucoup de résistance. Et contre toute attente, son armée, pourtant nettement supérieure en nombre, est complètement écrasée et lui-même est tué lors de la bataille d'Okeazama.
Et voici la clé qui inaugure la séquence d'unification du Japon, sous la férule, dans un premier temps, de ce personnage, Oda Nobunaga, qui va donc entreprendre d'unifier d'abord le Japon central. Alors, après s'être emparé de sa propre province, il étend son territoire, il prend la capitale, et il fait du dernier shogun Ashikaga son pantin. L'autre, dans un premier temps, se dit formidable, je vais peut-être pouvoir enfin redorer le blason terni de ma maison, et puis il se rend assez rapidement compte que Nobunaga n'entend pas de cette oreille. C'est lui qui va devenir vraiment l'autocrate. Il fait preuve d'une certaine brutalité dans la façon dont il unifie le centre du pays. Et notamment, il brise la puissance des moines soldats dont on a parlé tout à l'heure. C'est lui qui va vraiment vaincre la puissance militaire des grands monastères et donc éliminer l'un des principaux concurrents dans la course au pouvoir. Reste quand même un certain nombre de daimyos qui n'entendent pas abandonner le terrain aussi facilement. Et à l'occasion d'une campagne contre l'un de ces daimyos, dans l'ouest du pays, l'un des capitaines de Nobunaga se retourne contre lui et lui fait payer sa brutalité, parce que lui-même en avait subi les effets, trahit son maître et le contraint au suicide en fait. Avec son armée, il s'empare de la capitale, il rase son château et puis Nobunaga se suicide dans un temple en flammes, dit la chronique. Et Nobunaga disparaît. Le traître est vaincu par le successeur de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, qui est sans doute le personnage le plus fascinant de cette période-là, parce qu'il n'est parti de rien. Alors, comme pour tous les personnages dont les origines sont extrêmement obscures, c'est très difficile de faire la part entre la légende et la réalité, tout spécialement parce que lui a entretenu sa légende de son vivant, parce qu'il avait tout intérêt à le faire, mais cet être assez vilain, alors c'est peut-être pas très parlant là, sur cette estampe d'époque, mais on l'appelle le singe. Son surnom c'est le singe que Nobunaga lui a donné parce qu'on compare son visage à une prune marinée. Il est très petit, il est assez chétif, il est assez simiesque. Vraiment, pourtant ça va devenir un bourreau des cœurs, puisqu'il va s'entourer des concubines, des filles de grandes familles, des pères de l'Empire. En tout cas, peut-être pas bourreau des cœurs, mais assez lubrique. Le pouvoir fascine et attire. Et ce parvenu, donc cet homme qui n'est absolument parti de rien, c'était l'un de ces Ashigaru dont on a parlé tout à l'heure, un petit fantassin issu d'une famille de rien, gravit les échelons du pouvoir seulement à la force de son talent et de sa volonté, et Dieu sait qu'il en a, des deux à revendre, et va finir par s'imposer dans la course, dans la querelle de succession qui suit le décès de Nobunaga. Sachant que rien n'était vraiment gagné d'avance, le moins qu'on puisse dire, mais il fait preuve d'une intelligence politique vraiment hors pair, et devient donc le maître du Japon. Et en assez peu de temps, il parachève l'œuvre de Nobunaga. C'est-à-dire que Nobunaga avait unifié le Japon central, c'est ce qu'on voit sur la carte suivante. Les territoires en foncé sont les territoires unifiés par Nobunaga. Et comme vous le voyez, Hideyoshi prend la succession en 1582, et en moins de 10 ans, il va conquérir pratiquement tout le reste du pays. Parce que déjà, la dynamique est à l'œuvre. On a donc déjà une dynamique unificatrice qui est en route. Et puis, il est brillant, il sait vraiment bâtir une sorte de logique fédérale, il sait manœuvrer les différents daimyos, il sait marier comme il faut, il sait reprendre quand ça va pas bien, il sait montrer sa force et se montrer impitoyable lorsqu'il le faut, mais la plupart du temps, il va user de diplomatie. Il reste quand même, René Rousset l'a appelé le Bonaparte japonais, parce que c'est vraiment un tacticien, un stratège absolument hors pair. Et en 1590, avec la chute d'Odawara, le dernier grand clan indépendant entre dans l'orbite du pouvoir central, et Hideyoshi peut considérer que le Japon est réunifié, a retrouvé l'unité sous son empire. À la suite de quoi, comme souvent les grands chefs de guerre, surtout lorsqu'ils sont partis de rien, la folie des grandeurs s'empare de lui et il décide d'envahir la Chine, rien que ça. Alors ça peut paraître complètement absurde vu de maintenant, ça ne l'est pas tant que ça à l'époque, puisque les grandes puissances occidentales convoitent aussi la Chine et commencent à envisager de l'envahir. On a des rapports de Philippe II d'Espagne, des rapports qui sont envoyés à Philippe II d'Espagne et qui commencent à préparer des plans d'invasion, d'ailleurs en faisant appel à des mercenaires japonais, à des samouraïs. À l'époque, on compte sur la contribution des seigneurs chrétiens japonais pour envahir la Chine. Tout le monde sait que la dynastie des Ming est quand même vacillante et qu'il y a un coup à jouer. Sauf que ce coup à jouer passe par l'invasion de la Corée. Et la Corée se pose en vassal de l'Empire chinois et refuse de laisser passer aux armées japonaises. Ce sera donc d'abord la guerre en Corée,
guerre qui échoue et qui donc voit Hideyoshi très attristé de voir ses projets conquérants échouer. Il se trouve que vers la fin lors de la deuxième tentative d'invasion du Japon, de la Corée en 1597, Hideyoshi se retrouve papa d'un fils qui s'appelle Hideyori, à qui il entend bien léguer le pouvoir. Et à cette époque, il contracte une maladie, il sent que la fin est proche, et donc il fait en sorte d'essayer de s'assurer que les grands féodaux vont rester loyaux à sa mémoire et laisser le pouvoir à son fils Hideyori. Évidemment, chacun y va de sa prestation de serment, tout le monde se rend à la capitale avec forte escorte et troupes pour prêter serment, pour s'engager, pour jurer sur l'honneur aussi souvent que possible à respecter les dernières volontés du Taiko, donc de Hideyoshi. Mais comme vous l'imaginez, dès que Hideyoshi disparaît en 1598, tous les grands daimyos aiguisent leur croc et chacun commence à lorgner un petit peu vers son voisin pour savoir qui va reprendre le flambeau. Et le flambeau va être repris par cet homme, Tokugawa Ieyasu, le dernier des 3 unificateurs du Japon. Quand on parle des 3 unificateurs, il y a un petit dicton japonais qui résume assez bien la chose. On dit que Oda Nobunaga a préparé les gâteaux, qu'Hideyoshi les a fait cuire et qu'Ieyasu les a mangés. Et ça résume assez bien la situation. Dans la mesure où Ieyasu et sa dynastie à l'époque en devenir, les Tokugawa, vont régner sur le pays jusqu'à la fin de la classe, jusqu'à la fin de l'hégémonie des samouraïs, donc à la fin même du 19e siècle. Il avait d'abord servi dans un premier temps Oda Nobunaga, puis il sert Hideyoshi, et lorsqu'Hideyoshi meurt, il est déjà assez âgé, c'est vraiment le moment ou jamais, hein. S'il a un coup à tenter, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est ce qu'il va faire lors de la campagne de Sekigahara, qui est la plus grande bataille de samouraï de l'histoire du Japon, la plus décisive, en tout cas celle qui va mettre un terme aux guerres civiles, avec le siège d'Osaka un peu plus tard, mais enfin le siège d'Osaka c'est déjà quasiment un barreau de mort. Sekigahara, ouais. Et alors Sekigahara, c'est vraiment, plus qu'une bataille, c'est une véritable guerre civile. Comme vous le voyez ici, on a 2 grands pôles qui se constituent, ce qu'on va appeler l'armée de l'Ouest, parce que globalement les fiefs sont plutôt situés à l'Ouest, et l'armée de l'Est, qui rayonne autour de Edo. Edo, la capitale des Tokugawa, qui va devenir la capitale du pays tout court, la future Tokyo. Et donc voici où se trouvent les vassaux des Tokugawa. Et la confrontation a lieu à l'automne 1600. Les armées se rencontrent ici, donc à ce carrefour routier que constitue Sekigahara. Et ce sont les Tokugawa qui l'emportent. À la suite de quoi, Ieyasu est toujours techniquement le vassal du fils de Hideyoshi. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord. Parce qu'il a remporté la victoire, certes, mais en théorie, il n'est que l'un des daimyos qui doivent allégeance au fils du défunt. Il est l'un des protecteurs des fils. Et en plus, il est officiellement l'un des protecteurs, lui aussi a prêté serment, et donc il se retrouve dans une situation politique un petit peu embarrassante, parce que de facto, il est le maître du pays, il est celui qui a le plus d'expérience, il est le plus riche, il est le plus puissant, il a les armées les plus nombreuses, et en plus il a gagné sur le terrain. D'ailleurs, il va punir sévèrement évidemment tous ceux qui se sont opposés à lui, pour enraciner son pouvoir, mais aux yeux du peuple, aux yeux d'une partie des nobles, il continue quand même d'être un vassal, techniquement, des Toyotomi. Il va donc encore attendre, c'est quand même un monument de patience, hein, ce Ieyasu, il va encore attendre une quinzaine d'années. À cette époque-là, Hideyori n'est plus un garçonnet, mais est devenu un jeune homme, et il entend faire valoir son héritage. Et va échouer dans cette tentative. Bon, justement, puisque c'est confus, on va faire un petit épisode Santa Barbara, vous allez voir, c'est très cool. Vous allez voir à quel point l'écheveau est vraiment compliqué entre les différentes familles. Alors Oda Nobunaga, le premier des unificateurs. Toyotomi Hideyoshi, le second, qui va donc le servir dans un premier temps. Et Tokugawa Ieyasu, qui sert le premier, puis le second. Jusqu'ici, tout est normal. Voilà les petites flèches. Alors, je suis pas très doué avec PowerPoint. Oda Nobunaga a une sœur qui s'appelle Oichi, qui va marier, je vous passe les détails. Hein. En plus, je vous promets que je vous passe les détails. Qui va marier à l'un de ses capitaines et qui va avoir une fille, Yodo Gimi.
Quant à Tokugawa Ieyasu, son premier fils, son fils aîné, va être contraint au suicide par Nobunaga parce qu'il a trempé dans une affaire de complot contre le maître. Et donc Nobunaga dit au père, ou ton fils s'ouvre le ventre, ou ta maison est détruite. Et Ieyasu plie aux exigences. Il a bien fait pour sa maison et il a mal fait pour lui, puisqu'il semblerait que le remords l'ait hanté longtemps. Et Yodogimi, donc la fille de la sœur de Nobunaga, va devenir... Ah alors, ça va pas bien? On va y arriver. Bon, on va pas avoir dans l'autre sens. Et Tokugawa Hidetada, qui est donc le fils de Ieyasu, sera le second shogun de la dynastie. Elle a une sœur, Yodogimi, Ogo. Voilà, on y arrive. Et Yodogimi va devenir la concubine d'Hideyoshi. Et c'est la mère de Hideyori, le jeune homme dont on a parlé. Quant à Ogo, elle va devenir la femme de Tokugawa Hidetada, donc du second shogun Tokugawa. Et eux deux vont avoir une fille, la princesse Sen. Et Tokugawa Ieyasu, pour s'assurer que les Toyotomi vont rester calmes, va avoir la bonne idée de marier sa petite fille à Toyotomi Hideyori, qui devient donc son petit gendre, voilà. Sauf que la pauvre Sen se retrouve un petit peu otage. Et à l'époque, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que pour s'assurer de la loyauté des vassaux, on envoie souvent la femme et tous les enfants à la demeure du suzerain. En cas de pépin, ça facilite les négociations. En cas de soulèvement en tout cas. D'ailleurs, Ieyasu, dans son jeune âge, avait lui-même été otage, capturé par l'ennemi, donc otage d'abord de son suzerain, puis de l'ennemi. Toyotomi Hideyori va être vaincu par Ieyasu et la pauvre Sen se retrouve veuve à 19 ans. Elle va être sortie du château pendant le siège du château d'Osaka et finalement vivre à Himeji, le beau château qu'on a vu tout à l'heure, où, on l'espère en tout cas pour elle, elle aura trouvé un petit peu de sérénité. Alors voilà un petit peu, voilà le champ du cygne de notre exposé et du Sengoku Jidai surtout. Le siège d'Osaka, qui est la dernière grande bataille de samouraï avant 250 ans. Hein. Ensuite, on n'aura plus vraiment de grandes guerres féodales comme on en a vu pendant cette période. Et Osaka, donc, il y a la grande place forte construite par Hideyoshi, est quasiment imprenable. D'ailleurs, les Tokugawa, malgré leur armée extrêmement nombreuse, vont s'y casser les dents à l'hiver 1614. Ieyasu, très malin, retire ses troupes et demande au dernier contingent de raser les remparts et de combler les fossés. Et l'idée, évidemment, c'est de revenir un peu plus tard. Et lorsque les rebelles émettent des protestations, disant écoutez, les termes du traité de paix ne stipulaient pas que vous deviez à moitié démanteler la citadelle, il répond mais puisque nous sommes en paix, quel besoin avez-vous d'une citadelle? 6 mois plus tard, le voici de retour. Cette fois, la citadelle n'est plus en état de défense et donc elle tombe assez rapidement à l'issue de la bataille du Tennoji, qui va donc être la dernière grande confrontation entre les Toyotomi et les Tokugawa. Les Tokugawa sortent vainqueurs de cette campagne, les Toyotomi sont définitivement éliminés. Le pauvre Hideyori, qui n'est pas bien vieux à l'époque, il a une vingtaine d'années, hein, se suicide avec sa mère, donc Yodogimi, dans le donjon en flammes d'Osaka. C'est la fin des Toyotomi. La princesse Sen est sortie, comme je vous l'ai dit. Et voici donc comment se clôt la période du Sengoku Jidai. On aura un dernier soubresaut une vingtaine d'années plus tard avec la révolte chrétienne plutôt de Shimabara, mais qui est déjà plus tellement qui n'est plus une guerre féodale, mais plutôt une rébellion populaire encadrée par des samouraïs. Et donc voici comment se termine le Sengoku Jidai. À la suite de quoi, les Tokugawa enracinent leur pouvoir sur le pays. Assez rapidement, ils vont édicter un certain nombre de lois pour se garantir contre toute rébellion. Shimabara en est une, donc il va être écrasé impitoyablement. C'est la dernière grande révolte. Ensuite, le pays va être fermé, c'est l'édit dit du Sakoku. Auparavant, on a quelques cas d'expéditions lointaines qui avaient été envoyées jusqu'en Espagne. À lire à ce propos, par exemple, l'incroyable voyage du samouraï Asekura, qui est un samouraï qui avait été envoyé avec sa délégation pour rencontrer le pape, et qui va traverser donc, à bord d'un galion d'abord l'océan Atlantique, qui va se rendre à Mexico, rencontrer le vice-roi d'Espagne, qui lui dit qu'il n'a pas les prérogatives pour signer un traité commercial avec le Japon. Donc le voici qui rembarque sur la côte est cette fois, traverse l'océan Atlantique, rencontre le roi d'Espagne, qui lui dit qu'il vaudrait mieux aller voir le pape, fait escale à Saint-Tropez, dont on a les traces, de son passage à Saint-Tropez, se rend auprès du pape et fait citoyen d'honneur de Rome, mais à l'époque, on a commencé à persécuter les chrétiens au Japon,
Et donc, ni le roi d'Espagne, ni le pape ne souhaitent établir de traité avec le Japon. Et donc, il s'en retourne bredouille. Non seulement bredouille, mais en plus, il s'est converti pour des raisons politiques et il est persécuté à son tour. Pas de chance. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Bref, les Tokugawa vont régner sur le pays jusqu'en 1868. 1868, il faut donc imaginer que, pas à l'aube du XXe siècle, mais enfin quand même pas loin, on a toujours des samouraïs au Japon, qui sont toujours techniquement les maîtres du pays, même s'ils sont déjà largement dépendants des bourgeois et des banquiers auprès desquels ils se sont endettés pour maintenir leur train de vie. Eux n'ayant en théorie, dans le respect des lois édictées par les Tokugawa, pas le droit d'exercer une activité lucrative. Dans l'idéal de l'ordre social confucéen, le guerrier et l'agriculteur occupent les rangs supérieurs, et tout en bas, on a le marchand. Enfin, les catégories professionnelles qui ne produisent rien de leurs mains sont considérées comme les plus dégradantes, et donc les marchands sont à la fois les maîtres par l'argent du pays, et en même temps les catégories les moins bien vues socialement. Voici la Pax Tokugawa qui s'installe donc pour 250 ans, avec un certain nombre d'édits qui vont cloisonner la société extrêmement